Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 17 avril 2024, vous êtes sur Paix et Guerre. Je vous retrouve comme toujours avec joie. D'abord, je voulais commencer par vous remercier. Nous sommes près de 50 000 abonnés sur cette chaîne, toute jeune, toute petite encore, et j'en suis vraiment très heureuse. Et puis, la dernière vidéo, celle du 10 avril, a franchi hier la barre symbolique des 100 000 vues, ce qui était une première, en tout cas en si peu de temps. Et alors évidemment, je préférerais qu'il y ait 500 000 vues par vidéo. Mais ça ne va pas venir tout de suite sans doute. En tout cas, je voulais remercier Yvain qui m'aide très gentiment et très efficacement à rendre ces vidéos peut-être plus agréables, plus précises visuellement à regarder pour vous. Merci de votre intérêt, merci de votre soutien. Vous savez que vous pouvez bien sûr liker, partager la vidéo, mais aussi nous soutenir financièrement par le lien Tipeee qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Au début aussi si on arrive à le mettre, et puis qui est de toute façon, donc il y a un bouton Tipeee si vous voulez sur la vidéo, mais il y a un lien que vous pouvez trouver dans la description lié à cette vidéo là, voilà, c'est-à-dire vous appuyez sur le titre, vous avez la description et à la fin vous avez le lien. Bref, cessons de parler d'argent. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voulais aussi revenir très brièvement sur la mésaventure qui m'est arrivée sur X lundi dernier, enfin avant-hier, où j'ai malencontreusement dit, en 2 petites lignes, je ne pensais pas que ça aurait cet effet terrifiant, qu'il n'y avait pas d'ambassadeur iranien à Paris et que ça m'étonnait qu'on le convoque, n'est-ce pas ? Effectivement, c'était le cas. Il n'y avait pas d'ambassadeur iranien, il n'y avait qu'un chargé d'affaires depuis déjà plus de 2 ans à Paris. Mais il se trouve qu'il y en a un désormais, ce dont je me réjouis. Je ne sais pas s'il est tout à fait formellement en place, si ses lettres de créance ont été reçues, admises, bref, acceptées par le président de la République. Il existe. Le problème, c'est que ce tweet a eu une viralité terrifiante. On est arrivé à 2,5 millions de vues en une journée quasiment. Que j'ai eu droit à une riposte assez agressive et surtout très mal à propos de la part du ministère des Affaires étrangères sur le thème des fake news, des agendas de puissances étrangères, etc., etc., les délires habituels. Donc, je veux profiter de cette vidéo pour dire que, pas du tout une fake news. Bien sûr, c'était une information fausse, mais il n'y a aucune intentionnalité de ma part, aucune volonté de désinformation, certes de l'ironie, certes de l'impertinence, mais c'est vraiment tout. Et en ces temps sinistres, parfois ça fait du bien. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi. On a voulu sonner la Lali sur l'horrible Galactéros qui ne sait pas de quoi elle parle, etc. Il y a la horde habituelle, mais je les connais maintenant tous. Enfin, il y en aura sans doute de nouveaux, mais bon, des trolls grossiers, insultants, ignorants, vociférateurs, méchants et bêtes, tout simplement, qui pullulent sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, parce que moi je m'en tiens un peu à X, et qui ont l'air toujours d'être en embuscade, ou alors on les tasque, je ne sais pas, pour prendre en défaut sur tout et n'importe quoi. Plus on ressort les articles anciens qui sont aussi faux d'un bout à l'autre, qui sont aussi écrits à charge, et qui sont ressortis de la naphtaline, pour évoquer des réseaux inquiétants, etc., qui n'existent tout simplement pas. Voilà, il n'y a pas de réseau inquiétant. Tout ça est vraiment très, très, très minable, très pathétique, c'est ce que je voulais dire ici, j'en profite. J'ai fait une erreur, j'en conviens, je m'en excuse, quasiment en temps réel, ce qui n'arrive pas à beaucoup de monde sur X, et surtout pas à tous ceux qui propagent des mensonges toute la journée. Mais ce qui est inquiétant, c'est le grain à moudre quand même que ça donne à tous ceux qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, et qui n'ont que leur grégarisme, leur esprit de mouton et leur dogmatisme comme atout, ou alors
qui sont peut-être, eux, mus par des intérêts que l'on peine à considérer comme français. Voilà, bon, c'est de l'agressivité infantile. Ça reflète peut-être un niveau d'un faible niveau de pensée, bien sûr, mais un niveau de stress devant le retour imparable du réel dont je ne me fais que l'écho. C'est tout ce que je fais, moi. J'observe, j'analyse, je transmets et je me fais l'écho de ce que je pense comprendre du réel. Parce que je pense que il faut vivre les yeux ouverts plutôt que de foncer dans le mur en les fermant. En tout cas, je tiens à rassurer mes détracteurs, quels qu'ils soient. Je suis tout à fait faillible, évidemment, comme n'importe qui, mais je n'ai aucune allégeance à qui que ce soit, aucune défense d'un agenda d'aucune puissance étrangère à me reprocher, moi. Je suis écœurée par le cours pris par notre politique internationale, notre politique étrangère sur la scène internationale. Elle me semble très dangereuse, elle me semble à contretemps de nos intérêts, des évolutions profondes du monde au plan géopolitique. Je voudrais être utile, et c'est pour ça que je pense être utile en informant mes concitoyens, en les sortant du magma de désinformation dans lesquels ils sont englués, essentiellement par des médias qui ne sont pas très sérieux, qui ne sont pas décodeurs de fake news, qui les produisent surtout beaucoup eux-mêmes. Donc je cherche moi la meilleure voie pour la défense de la France et des Français et de nos intérêts. Et donc je vais continuer ici et ailleurs à vous informer sur la réalité du monde et à partir de divers angles de vue qui vous permettent de mieux le comprendre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Introduction un peu longue. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est que je veux tenter d'analyser avec vous et pour vous aujourd'hui la signification et les incidences de la riposte iranienne du 13 avril qui a eu lieu sur Israël en réponse au bombardement par Israël du consulat iranien à Damas le 1er avril dernier. Je rappelle que cet attentat du 1er avril à Damas a tué 11 personnes, dont 7 militaires, parmi lesquels 3 importants généraux des gardiens de la Révolution, le général Zaidi, en charge des opérations au Liban, en Syrie de la force Al-Quds, son adjoint direct, son chef d'état-major, que cette attaque israélienne, ce bombardement d'une enceinte diplomatique à l'étranger, enfin d'un pays étranger à l'étranger, dans un pays tiers, n'a pas été condamné par les puissances occidentales, n'a pas pu faire l'objet, malgré les demandes chinoises et russes, d'une réunion au Conseil de sécurité, alors que c'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de son article 51. Et en tout cas, c'est en vertu de l'article 51 que l'Iran s'est arrogé le droit de riposter, donc en posture de légitime défense. Il faut aussi rappeler que cette attaque israélienne n'est pas la première et s'inscrit dans une longue suite d'opérations, notamment d'opérations d'élimination, d'assassinats ciblés contre des membres iraniens, soit d'Al-Quds, soit des gardiens de la Révolution au sens large, en Syrie, au Liban et en Iran même. Alors déjà dans les 8 jours précédant ce qui s'est passé à Damas, le bombardement du consulat iranien, il y avait eu 5 raids israéliens. En janvier 24, il y avait eu 5 morts à Damas. Le 25 décembre 23, en Syrie, avait été assassiné le général Moussaoui, qui était un ami du général Qassem Soleimani, lui-même assassiné par les services américains en Irak en 2020. En mai 22, il y avait eu un assassinat aussi d'un colonel iranien travaillant avec la force Al-Quds en Iran même. Et en octobre 23, l'assassinat du général Omid-Zadeh en Syrie, qui était le chef du renseignement d'Al-Quds. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai fait un petit florilège pour vous montrer que tout ça, c'est la suite d'une escalade. Et l'exaspération
iranienne est montée, et surtout le problème de dégradation, de détérioration de la capacité dissuasive iranienne, de la posture de dissuasion iranienne, devenait clair. Donc, il fallait faire quelque chose d'une certaine manière, et sans doute l'Iran n'a-t-il pas estimé avoir le choix, d'autre choix que de riposter d'une manière sans équivoque. Le 1er avril, quand il y a eu cette attaque, l'Iran a dit immédiatement, et d'ailleurs les Chinois l'ont dit aussi, mais l'Iran a dit immédiatement qu'attaquer, enfin a rappelé l'évidence, attaquer une enceinte diplomatique, ça n'est pas, on ne le fait pas comme ça par hasard, ça revient à attaquer le sol même d'un État à l'étranger. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a attaqué Israël lui-même sur son sol, directement. Néanmoins, aucune cible civile n'a été déterminée, et donc on voit bien que c'est une réplique extrêmement calibrée, je vais vous expliquer comment. Mais voilà, il faut comprendre quand même un peu le contexte de ce qui se passe en ce moment. Contexte d'ailleurs plus large encore. N'oublions pas que l'Iran a essayé quand même de normaliser ses relations, notamment avec l'Arabie Saoudite. Il a rejoint les BRICS, il a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, dans une attitude justement qui ne... Enfin, d'après ce que je vois, ce que je comprends, ce que j'analyse, est une attitude, certes, de prudence et de vigilance sécuritaire, bien sûr, mais qui est aussi une attitude de volonté de stabilisation régionale. Voilà, c'est ça le problème. Nous, on estime que c'est de la déstabilisation, mais eux, ils essaient au contraire de faire en sorte que leur développement, parce que c'est leur nécessité à eux, avec toutes ces sanctions, le développement de la puissance iranienne puisse se poursuivre. Bref, ce qui est clair, c'est que Téhéran ne pouvait pas laisser continuer à laisser ces généraux se faire assassiner comme ça dans la région régulièrement sans réagir. Donc, ils ont fait dans leur esprit, à mon avis, ce qui s'apparente à une riposte symétrique. Ils ont appelé cette opération True Promise. Bon, ça a été mal traduit, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut le traduire par promesse claire, promesse véritable, promesse sans équivoque, voilà. Ils ont lancé, à ma connaissance, 195 drones, mais de très loin, de 1600 km. Et puis c'était des drones assez lents, 200 km/h, et plus de 100 missiles de tous les côtés, pour provoquer de la confusion et de la panique. Alors, après, il y a une grande controverse, une grande polémique, c'est qu'évidemment, toutes les défenses aériennes, bien sûr israéliennes, si vous voulez, toutes les couches de défense israéliennes ont été utilisées, le dôme de fer, donc le dôme de fer, et aussi la version maritime du dôme de fer, c'est-à-dire les corvettes qui ont des défenses antiaériennes, qui sont équipées de défenses antiaériennes, mais évidemment tous les systèmes de défense des alliés d'Israël, les Patriotes, les TAS, les Arrows, enfin tout a été utilisé pour empêcher les résultats de cette attaque. Les Israéliens expliquent que tout a été arrêté à 99%. Les experts qu'on peut écouter ou lire, eux, sont plutôt entre 70 et 90%. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce nuage, mais qui visait à montrer cette capacité éventuelle de saturation, parce que là, c'est pas énorme, c'est rien. Quand on pense, 200 drones, c'est quand même pas grand-chose. Les Iraniens fabriquent des drones Shahed à la pelle. Donc ça peut être bien pire que ça. Donc il y a une capacité de saturation potentielle. Là, c'est un avant-goût qui a été donné. Mais en tout cas, à travers tout ce nuage qui a été donc globalement très largement arrêté par les diverses défenses proprement israéliennes et celles de leurs alliés
américains, anglais, français, jordaniens, il y a quand même 7 missiles, et peut-être 9, parce qu'il y a eu 9 impacts reconnus, qui ont été, donc ça c'est des missiles, hein, et des missiles dont certains disent qu'ils ne sont que des missiles balistiques, et d'autres disent qu'ils avaient une capacité supersonique. En tout cas, 7 puis 2 missiles ont frappé clairement 3 objectifs qui étaient des objectifs militaires iraniens, qui étaient les 2 bases aériennes de Nevatim et de Ramon dans le désert du Negev, qui sont les bases d'où étaient partis les F-35 qui ont lancé les missiles sur le consulat iranien de Damas. Donc, claire représailles, très, très ciblée. Et puis, aussi la base top secrète sur les hauteurs du Golan, du Mount Hermon, la base secrète du renseignement israélien aérien, qui est la base de Jabal al-Sheikh. Et c'est là qu'aurait été planifiée cette attaque du 1er avril contre le consulat iranien. Bref, on voit que, malgré tout, des cibles militaires, et les Israéliens le savent bien, ont été atteintes. Ça a été corroboré par les satellites, par des photos, donc c'est pas juste des prétentions iraniennes. On a vu qu'il y avait une très très haute vélocité, une très forte vitesse à l'impact de ces missiles. Les Iraniens disent qu'ils sont hypersoniques, d'autres disent qu'ils n'étaient que balistiques. Bon, bref. En tout cas, donc s'ils sont hypersoniques, ça pourrait être des Fateh-2 à propulsion liquide, qui sont des missiles assez récents lancés l'année dernière par les Iraniens, en tout cas publiquement. Voilà, donc il y a une question sur finalement, est-ce qu'Israël a pu tout arrêter? Non. Maintenant, la nature de l'attaque, elle, est intéressante à analyser un peu plus avant. En tout cas, les alliés d'Israël et Israël expliquent que c'est une humiliation iranienne parce que tout a été arrêté. Je ne le pense pas, je ne crois pas du tout. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui peuvent être tirés de cette attaque. La première, c'est que c'est la fin d'un double tabou. Le premier tabou, c'est évidemment la sécurité du territoire israélien lui-même, puisque l'attaque a été une attaque directe, quelque chose qui n'était jamais arrivé de la part de l'Iran, attaquer Israël sur son sol, pas ailleurs. Et deuxième tabou qui saute, c'est l'invincibilité de Tsahal, puisque là, il est clair qu'Israël n'aurait pas pu se défendre sans ses alliés. Donc elle ne peut pas se défendre seule. Elle ne peut pas se défendre seule. Et d'ailleurs, cette interception a coûté très cher. C'est un peu comme écraser des puces avec des marteaux, si vous voulez. Ça a coûté 1,3 milliard, je crois. C'est évalué à environ 1,3 milliard. Alors que les Iraniens, eux, ils ont lancé des drones qui valent rien, qui valent quelques milliers de dollars. D'ailleurs, les États-Unis viennent de demander une rallonge de 2 milliards de dollars pour refaire leur stock au Moyen-Orient. Et puis ils en profitent aussi d'ailleurs, by the way, pour retarder leur départ d'Irak au prétexte de la lutte contre ISIS. Bon, en tout cas, si des attaques de ce type devaient se répéter, s'il y avait plusieurs vagues, avec plus de drones, avec plus de missiles, on se rend compte que le système de protection de l'État d'Israël n'est pas infaillible et ne pourrait pas forcément tenir. D'autant que les stocks américains, même s'il va y avoir sans doute une rallonge, ne sont pas extensibles à l'infini. Les États-Unis ont eux-mêmes d'autres préoccupations, d'autres fronts, d'autres projets, et de toute façon, ils ne souhaitent pas être entraînés dans cette guerre, je vous en parlerai un peu plus après. Donc voilà, ça c'est un point très important. Ensuite, cette attaque a été une manière, d'ailleurs c'est lié, pour les Iraniens de voir précisément comment fonctionnait, comment réagissait le système iranien. Il ne faut jamais oublier cette dimension
de l'étalonnage, enfin, de la pratique, de l'expérience gagnée militaire, de la même manière que quand on déploie des matériels sur un théâtre de guerre, il y a toujours des gens pour observer comment ces matériels se comportent, s'ils sont efficaces, qu'il faut améliorer, etc. Là, il est clair que les Iraniens ont aussi fait ça pour voir comment ça se passait concrètement, comment Israël réagissait, quelles étaient les failles, quels étaient les points de force, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce raid a été très calibré, et je dirais même calibré pour n'être pas décisif. Ça paraît paradoxal, mais je pense que c'était très soigneusement calibré dans son étendue, dans son intensité, afin qu'Israël n'ait pas de pertes civiles, il n'y en a pas eu, donc pas de prétexte à une représaille massive, voire, on ne sait pas, nucléaire. Il n'y avait pas de cible de haute valeur désignée, ni humaine, ni véritablement militaire. Certes, il y a les 3 bases là, que j'ai citées, mais ça c'est lié en fait à la justification de leur attaque, c'est-à-dire ils sont allés taper les endroits d'où était partie l'attaque sur leur consulat. Ensuite, les États-Unis ont été prévenus très en amont via la Suisse, mais je pense que c'est allé plus loin. Je pense qu'il y a eu des conciliabules et des entretiens entre les Iraniens et les Américains sur justement la précision, les limites de cette riposte iranienne qui devait intervenir. Les Iraniens l'avaient annoncé, ils l'ont très largement annoncé d'ailleurs. Donc c'est là qu'on comprend aussi que ce n'était pas fait pour être décisif militairement, sinon ça n'aurait pas été annoncé, tout simplement. Donc il y a eu des discussions très précises. Il y a d'ailleurs eu un article du Financial Times un jour avant la riposte, donc, qui en parlait de cette précision. Et Israël aussi a été prévenu via la Turquie. Et il y a eu des heures pour se préparer, pour évacuer certaines forces, certains matériels à certains endroits, etc., etc. Donc c'est pas théâtral au sens où ça a un sens politique et stratégique très important dont nous parlons en ce moment et que je vais continuer à développer, mais il y a quand même une dimension comment dirais-je, visuel, si vous voulez, c'est un show of force. Voilà, c'est un show of force, une démonstration de force, une manière de dire nous n'avons plus peur de vous, nous pouvons vous frapper sur votre territoire. La peur a changé de camp. Nous irons aux frappes directes. Et d'ailleurs, ils l'ont dit depuis, toute nouvelle attaque d'Israël contre des personnalités, des intérêts, des lieux, des bateaux, quoi que ce soit iranien, sera suivie d'une représaille directe et, là pour le coup, elle sera proportionnée, mais ce ne sera pas 1 pour 1, ce sera peut-être 2 fois plus important, si vous voulez, sur des intérêts israéliens ou sur Israël, mais en tout cas de manière directe. Donc, il y a de fait une désanctuarisation du territoire israélien. C'est la 2e fois depuis le 7 octobre, ne l'oublions pas, avec l'attaque du Hamas. Et donc l'Iran vient en fait d'installer ou de réinstaller, en tout cas de réassurer, de remettre en place une posture de dissuasion non nucléaire, ce n'est pas encore nucléaire, mais qui soit viable. Donc, les Iraniens d'ailleurs l'ont dit, maintenant il y a une nouvelle équation. C'est le ministre de la Défense qui a dit ça, et puis ça a été suivi, ça a été répété par d'autres responsables iraniens. Il y a une nouvelle équation. Désormais, l'Iran répond directement à chaque nouvelle attaque d'Israël. Et cette réponse se fera sur le sol israélien. Donc c'est aussi un peu la fin de ce que certains experts appellent le proxy business, c'est-à-dire la fin des attaques indirectes, via le Hamas, via le Hezbollah, via les milices irakiennes, via les Houthis,
via tous les membres de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Donc, ça ne veut pas dire que tous ces proxys ne vont pas continuer à agir. Mais l'Iran agit aussi désormais directement. Voilà. Donc, il a repris la main finalement sur le rapport avec Israël. La question, c'est comment va réagir Israël. Alors, et puis il reprend aussi, bien sûr, la main sur la question palestinienne, parce que d'abord il y a eu des déclarations rappelant que Tsahal et les forces israéliennes sont meurtrières des populations civiles palestiniennes, etc. Enfin, il y a une manière de se poser aussi en protecteur, plus ou moins direct, en tout cas assez clair, et des Palestiniens et dénonciateurs de ce qui est en train de leur arriver à Gaza. Alors face à ça, les États-Unis ont bien compris le danger de dérapage et de perte de contrôle. Et ils ont dit évidemment à Israël de ne pas répondre. Ils ont dit qu'il était hors de question pour eux d'envoyer des troupes. Donc soutien militaire, oui, il se poursuit ô combien. Et c'est tout le problème d'ailleurs. Mais pas de soutien, pas de troupes américaines au sol. Là, que ce soit le président lui-même, que ce soit Biden, comment dirais-je, Blinken, ou que ce soit, enfin, les divers là qui se sont exprimés ont tous dit un peu la même chose. Il y aura pas ça n'est pas dans notre intérêt. Nous n'enverrons pas de troupes américaines là-bas, ce qui est évidemment un signal très clair pour Israël et une limite au spectre possible de ces ripostes, parce que maintenant, voilà, l'Iran a riposté et a dit nous le faisons aussi parce qu'il n'y a pas eu de dénonciation au Conseil de sécurité de l'attaque contre notre consulat. Mais nous considérons que nous avons répondu, c'est-à-dire ça n'ira pas plus loin. Si Israël ne continue pas ses attaques, nous n'irons pas plus loin. Bon, on en est là. Les États-Unis donc ont compris le danger, font pression bien sûr sur les pays du G7 pour qu'ils fassent eux-mêmes pression sur Israël. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la crainte américaine, c'est que si des attaques simultanées de plus grande ampleur iranienne venaient du Liban, de la Syrie et de l'Iran lui-même, la saturation des défenses aériennes israéliennes, mais aussi des alliés d'Israël dans la région, devient possible. Et on peut aussi imaginer, et d'ailleurs les Iraniens ont menacé les Américains de cela si jamais les Américains venaient au secours d'Israël, on peut imaginer que des bases américaines soient touchées. Les Iraniens l'ont dit, ils le feraient. Voilà, ils le feront, ils le feraient si jamais. Donc, les systèmes antiaériens d'Israël sont américains, il ne faut pas oublier ça. Donc, ils sont manifestement efficaces, mais pas non plus infaillibles, puisque des missiles sont passés, et l'Iran peut les saturer, peut les déborder, et peut attaquer des bases et des intérêts américains aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, en Syrie, il y a encore des emprises américaines, en Irak, bref. Donc le message en gros américain à Israël, c'est « Don't do anything stupid ». Voilà. Désolée pour l'anglais, mais je pense que c'est ce qu'ils leur ont dit. Donc, voilà pour ce début d'analyse. Si on veut aller un peu plus loin, on peut comprendre que la posture occidentale du good guy, bad guy c'est Israël, bad guy c'est l'Iran, elle est en train de s'épuiser et de s'effondrer. Le double standard ne fonctionne plus, puisqu'on voit bien que certaines attaques sont condamnées, d'autres ne le sont pas. Enfin, l'hypocrisie est à son comble, mais en même temps, à son comble, elle atteint ses limites. Et elle atteint ses limites, y compris aux États-Unis, dans les communautés juives américaines.
dans la communauté juive américaine, voilà, qui est aussi travaillée, comme je vous l'ai expliqué dans des émissions précédentes, par une grande indignation vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, enfin, qui ne soutient pas forcément ce que fait le gouvernement israélien actuel à Gaza. Bref, c'est dans l'intérêt des alliés d'Israël de le calmer, de lui expliquer que l'amitié est indéfectible, mais a des limites aussi. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Iran a remporté aussi un succès diplomatique, parce que indirectement, l'Iran a fait pression aussi sur les États européens, les États-Unis, voilà, les alliés d'Israël. Et je pense que ce succès, il est essentiellement en fait diplomatique. Le succès de cette opération, il est essentiellement diplomatique et il est aussi bien sûr géopolitique. Bon, voilà. Donc, c'est un avertissement iranien. Ne pas se tromper sur l'interprétation de cette riposte. De toute façon, ils ont prévenu leur ennemi, ils ont prévenu Israël. Donc, il ne s'agissait pas de le détruire. Mais quand vous prévenez quelqu'un de l'heure d'une attaque, de l'heure d'une représailles, c'est pas pour... il n'y a plus d'effet de surprise. Donc, il s'agit juste de montrer que vous ne voulez pas le détruire, mais vous êtes capable de le faire. Et s'il continue son harcèlement. Voilà. Au plan des dernières réactions, le président russe, Vladimir Poutine, a parlé avec le président iranien, a réaffirmé son soutien. Voilà, l'Iran a aidé la Russie aidera l'Iran. Vladimir Poutine a salué d'ailleurs la rationalité et la mesure de la riposte iranienne. On a profité pour condamner bien sûr le manquement du Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner l'attaque israélienne contre l'attaque israélienne du 1er avril à Damas. Alors, quel impact sur Gaza et les populations civiles palestiniennes? Que va-t-il se passer? Alors, on peut penser que les attaques vont redoubler peut-être au Liban, et l'affrontement avec le Hezbollah va s'intensifier. On peut penser aussi que ça n'est pas forcément bon pour Gaza. Mais la question, c'est qu'Israël ne peut pas rien faire. Et d'ailleurs, depuis le 13, et notamment hier, il y a eu des réunions extrêmement longues au cabinet, du cabinet israélien pour savoir ce qu'il fallait faire. Parce que c'est quand même une situation très compliquée. Les pressions américaines sont fortes. En même temps, ne rien faire politiquement, c'est très difficile aussi. Vous voyez, l'enjeu est essentiellement aussi, non pas de communication, mais de crédibilité. Israël ne peut pas ne rien faire, mais si elle réagit avec une frappe majeure, comme ça a l'air d'être dit d'ailleurs dans les derniers échos qu'on peut avoir de ces réunions de cabinet, frappe qu'on attend là, j'espère qu'elle n'interviendra pas, parce que là ça va partir ça va partir en live, quoi. Ça va mal se passer. Évidemment, si elle fait quelque chose, elle sait que les représailles vont être très différentes. Donc c'est vraiment appuyer sur le bouton de l'escalade. Donc c'est quand même un très gros risque. Je pense que s'il y a une réponse, elle sera probablement aussi calibrée que l'a été la riposte iranienne. Ce serait peut-être le plus intelligent à faire si les Israéliens veulent faire quelque chose. Parce que sinon, les Américains risquent de faire des pressions différentes. Ils n'ont pas les stocks. Leurs stocks sont déjà sursollicités. Ils n'ont pas les stocks pour aider Israël indéfiniment dans le cadre d'une extension, d'un débordement, vous voyez, qui ferait qu'on se lancerait dans une grande guerre au Moyen-Orient.
Le problème, c'est la nature de leur pression. Il faudrait vraiment, en fait, que Washington soit capable de faire une très forte pression sur Israël et de menacer de retirer son soutien, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. C'est pour ça que, bon, le deux poids, deux mesures et surtout le double discours se poursuit pour l'instant. Donc, en gros, on ne sait pas ce qui peut arriver, la situation est toujours très dangereuse, l'imprédictibilité, l'imprévisibilité israélienne est très forte, parce que Israël donc doit jouer entre la nécessité de réagir, la nécessité de tenir compte de la réalité du rapport de force et notamment du soutien américain et des pressions américaines. Ça, c'est compliqué. Mais la question de l'internationalisation du conflit demeure ouverte. La question, c'est comment faire, en fait, si on se met à la place d'Israël, pour, sans risquer de représailles directes, ou alors il faudrait les assumer politiquement, ce qui est quand même encore une autre paire de manches. Comment faire pour provoquer cette régionalisation du conflit, qui est évidemment l'idée manifeste du gouvernement actuel israélien, mais qui est refusée à la fois par l'Iran, à la fois par les États-Unis, à la fois par la Chine, à la fois par la Russie et par l'Europe aussi tout de même. Bon. Ce qui est clair, pour en terminer, c'est une sorte de grande conclusion, c'est que l'Iran a interrompu un engrenage qui devenait de moins en moins contrôlable, car Israël avait la main sur les provocations directes en Syrie, au Liban, et risquait d'entraîner la région dans le chaos. Bon. Donc il a repris la main pour éviter l'extension du conflit en mettant Israël sous pression forte et sous contrainte. Ça marche si Israël comprend le danger, comprend l'aléa sécuritaire pour lui et finalement accepte ce jeu avec l'Iran, ce jeu dissuasif, ce renouvellement de la dissuasion de la relation israélo-iranienne. Je crains que dans voilà, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça, voilà, je viens de vous dire ce qui serait bien, c'est que chacun comprenne que la dissuasion est rétablie et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut donc calmer le jeu. Mais évidemment, Israël, contrainte dans ses manœuvres régionales, pourrait choisir de jouer son va-tout, notamment au Liban, ce qui pourrait déclencher une nouvelle déstabilisation de ce pays, et en poursuivant contre les... Ça, c'est sûr que ça va se poursuivre, ça a déjà recommencé, en poursuivant ses opérations contre le Hamas à Gaza, dont la population civile demeure quand même la principale victime à ce jour. Je voudrais faire un tout petit parallèle là d'ordre géostratégique entre ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient et ce qui se passe en Ukraine, parce que ça me saute aux yeux. Si vous voulez, en parallèle de l'Ukraine, le Moyen-Orient est en train de devenir le second lieu explosif de la confrontation entre l'Occident et ses alliés et le front de la résistance à l'ordre occidental. Et ce front de la résistance, il va très au-delà, bien sûr, de l'axe de la résistance, qui est le nom que l'on donne à cette relation, ce lien entre les divers proxys iraniens, l'Iran lui-même, voilà, dans la région du Moyen-Orient elle-même. Mais si vous voulez, il y a un gigantesque axe de la résistance qui a dépassé le Moyen-Orient, qui se voit aussi dans les positions prises par les uns et les autres sur le conflit en Ukraine. Et si vous voulez, ce grand axe de la résistance, la Russie l'incarne en Europe, et l'Iran, désormais, l'incarne de manière assez claire au Moyen-Orient comme puissance majeure de cette récalcitrance. Donc, si vous voulez, l'Iran a aussi eu un succès diplomatique et presque stratégique dans cette riposte, parce qu'il se montre en puissance capable de dire
stop, comme la Russie le fait vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Occident, en Europe et sur le théâtre ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation explosive? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la France? Je ne suis évidemment pas des affaires étrangères, mais je pense qu'au lieu de continuer à faire des pressions de plus en plus convergentes, bon, par exemple, on devrait saisir les opportunités. Par exemple, il y a les 80 ans du débarquement, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je bafouille, du débarquement en Normandie, qui vont être célébrés en juin, et la Russie n'est pas invitée. Juste la Russie n'est pas invitée. Quand on sait le rôle de la Russie, non pas dans le débarquement lui-même, mais dans la victoire globale des Alliés de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ahurissant. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on continue dans cette espèce de visée, de vision très, très infantile, très punitive des choses, où il s'agit de montrer à la Russie qu'elle est isolée, qu'elle est un État paria, qu'on ne lui parle pas, etc. Et on s'imagine que ça va l'amadouer, la forcer à négocier, alors qu'elle est sur le théâtre en position de force de plus en plus évidente. Bon. Donc déjà, voilà, ça me semble pas très logique. Ça me semble surtout une nouvelle occasion manquée. De changer un peu le cours des choses et de pouvoir aller vers une amélioration de la situation sécuritaire en Ukraine et peut-être essayer d'imaginer des perspectives de négociation sans attendre que la Russie n'avance encore beaucoup sur le territoire ukrainien. Ça me semble tellement logique de faire ça, mais non. Comme on est dans des politiques de communication et pas sur le fond, eh bien, on fait des gestes qui paraissent cohérents et voilà, des rodomontades diplomatiques, mais qui en fait n'aident pas du tout ni la paix, ni l'apaisement, ni quoi que ce soit. Et surtout que la Russie pourrait être très utile pour calmer le jeu au Moyen-Orient aussi, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de tous, parce que la Russie, la diplomatie russe a su maintenir et développer des liens avec absolument tous les acteurs de cette région, ce qu'on oublie un peu facilement. De la même manière, j'ai vu que nous avions annoncé qu'il n'y avait plus de lien entre la Russie et nous au plan de la coopération antiterroriste. Après la conversation malheureuse que j'ai analysée la semaine dernière entre les deux ministres de la Défense russe et français, parce que voilà, on avait trouvé que Shoigu laissait entendre que peut-être nous serions impliqués dans l'attentat du Crocus, ou en tout cas espérait que nous ne l'étions pas. Et voilà, et on a pris ça très mal, et donc on a dit, il n'y a plus de coopération antiterroriste avec la Russie. Mais c'est de la folie. Au moment où nous sommes en train d'être ciblés de nouveau par tout un tas de mouvements islamistes, plus ou moins téléguidés par les uns et par les autres, ou plus ou moins en liberté, nous privons de coopération avec des pays qui peuvent avoir des choses importantes à nous dire. Enfin voilà, moi ça me semble pas du tout souhaitable d'agir comme ça, mais encore une fois, je ne peux que, depuis ma petite lunette numérique, vous partager avec vous mes inquiétudes et mes regrets à ce stade. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps a duré l'émission. Je suis heureuse d'avoir pu partager ces quelques éléments avec vous. Je vous remercie de liker, de partager la vidéo, d'appuyer sur le lien Tipeee si vous avez envie de nous faire un don. Et je vous retrouve mercredi prochain à 19h pour de nouvelles aventures. Voilà, parce que le monde, lui, continue à être en éruption, n'est-ce pas? Je voulais vous parler du Brésil, je voulais vous parler de la Géorgie, bon. Mais il va falloir que j'imagine peut-être une deuxième émission hebdomadaire.
Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.